deuxième échange, donc c'est se lancer à la sortie de ses études. C'est évidemment plus large. On a la chance d'avoir quelqu'un qui s'est lancé vraiment en sortant d'école. Et finalement, il a monté une boîte entre guillemets très classique. Et les étapes clés par lesquelles il est passé, pour reprendre le thème de la précédente conférence, peuvent être repris par pas mal de sociétés. Je te laisse du coup te présenter et présenter un peu ce qui t'a amené à la sortie de ta formation avec ton associé à lancer l'aventure Speaking Agency. Bon, bonjour, donc Julien Viau, j'ai fondé donc, avec mon associé Antoine Gentil la société qui s'appelle Speaking Agency, ça fera bientôt 5 ans. On a monté la société, donc avec Antoine on s'est rencontrés en dernière année en master à Paris. Moi j'avais étudié à Montréal avant, Antoine avait étudié en Asie, un peu aux États-Unis. On s'est rencontrés sur ce projet-là. La dernière année d'études était vouée à créer une entreprise, on ne savait pas du tout laquelle. On avait juste très envie de monter une entreprise, et une entreprise qui était faisable à notre niveau, c'est-à-dire sans argent, en réfléchissant et en commençant vraiment en tant qu'étudiant. Donc l'entreprise a été créée, on était vraiment au dernier semestre d'études, et l'avantage c'est qu'on passait la moitié de notre temps sur l'entreprise et le reste de la moitié en cours. Donc c'était vraiment un parcours chanceux pour nous, où on a eu le temps de commencer à travailler sur l'entreprise avant d'être complètement lâché des études. J'explique le concept. C'est important. Vas-y, ouais. On reprend le concept, j'ai plein de questions pour toi derrière. Alors, l'idée est venue de mon associé qui a vécu assez jeune aux États-Unis avec ses parents. Il avait plein de petites sœurs, 3 petites sœurs, et qui elles sont devenues parfaitement bilingues. Et il s'est rendu compte que vraiment il y avait ses petites sœurs ont 2 ans de moins que lui, et tous les 2 ans il y avait une petite sœur. Et chacune a un niveau d'anglais différent parce qu'elles étaient de plus en plus jeunes aux États-Unis. Donc leur durée de séjour aux États-Unis avait duré 3 ans. Et c'est 10-15 ans après que je rencontre Antoine et qui se met un peu à réfléchir, qui a beaucoup d'idées. Et il dit le meilleur moyen d'apprendre les langues, c'est de le vivre à l'étranger, c'est d'être immergé. Et on va faire l'inverse, on va ramener des intervenants, donc des babysitters, anglophones, germanophones, hispanophones, qui vivent déjà à Paris, et on va leur faire garder des enfants parce qu'elles ont l'expérience. Et donc l'idée c'est la garde d'enfants à domicile en langue étrangère. Donc on travaille qu'avec des personnes de langue maternelle étrangère. Et au lieu d'avoir un jeune français de 20 à 25 ans qui va garder les enfants à domicile, ce sera une jeune anglophone, un jeune américain, une jeune allemande, qui aura entre 20 et 30 ans, qui aura les compétences de garde d'enfants, mais qui en plus parlera sa langue maternelle. Je reprends ce que tu disais tout à l'heure. Ce qui est intéressant quand on a réfléchi au lancement de Speaking Agency, c'est qu'on n'avait pas d'argent et qu'on a voulu se lancer avec un projet à notre niveau. Est-ce que tu peux revenir un peu dessus? Je pense que c'est important d'avoir cet échange. Oui, tout à fait. Pour nous, ce qu'on s'était dit à notre niveau, c'était pour que ce soit faisable, il fallait que ça ne coûte pas du tout d'argent. Et donc, on est parti sur du service, et du service qui pouvait démarrer facilement. C'est-à-dire que nous, dès qu'on a une première intervenante, un premier client, qu'on a trouvé un peu par hasard en allant dans des sorties d'école, c'est vraiment, à la base, c'était un projet très faisable. Pour tout vous dire, on a mis 500 € chacun. On avait un PC chacun, et on a été un petit peu hébergé pendant quelques mois quand même par notre école. Ça nous permettait de ne pas travailler chez nous. Mais le point d'ancrage avec Antoine, c'était de se dire c'est une première expérience, il ne faut pas que ça nous coûte de l'argent, parce que sinon on va se planter, on ne connaît pas la banque, enfin voilà, on ne sait pas encore comment entreprendre. Et avec ce critère de dire il faut qu'on y arrive avec peu d'argent, ça a segmenté un peu les business, et on s'est retrouvé sur du service à la personne avec une idée, quand même une superbe idée, qui est l'apprentissage de langue via de la garde d'enfants. Donc ça s'est fait comme ça. Et la seule après réflexion qu'on a eue, c'est de se dire on va mettre en place un moyen de développement qui petit à petit en fait va nous financer. C'est ce qu'on appelle un besoin de financement négatif, c'est-à-dire qu'on touche l'argent des clients juste après juste avant de payer nos charges. C'est-à-dire que nos familles nous payent quelques jours avant qu'on paye nos intervenants. Et de fait, on s'est retrouvé un peu dans un engrenage où plus on avait de clients, plus on avait la capacité à avoir des frais de communication, à nous développer. Donc ça, c'est un concept qui est intéressant quand on se lance sans argent, c'est de se dire dans quel métier je peux me mettre, dans lequel je vais pouvoir me développer sans argent, et je vais facturer juste avant de payer mes principales charges. Et nous, c'est ce qui a permis de développer. Se lancer à la sortie de ses études, vous avez pu en profiter pour lancer pendant vos études. Quel a été l'intérêt de se lancer pendant vos études? Vous avez pu bénéficier d'un incubateur, d'une pépinière et des structures de financement qui existent pour les entrepreneurs étudiants.
Nous, le grand intérêt, c'est qu'on a eu l'occasion, donc en dernière année d'études, de monter un incubateur dans notre école. Donc c'était l'année géniale pour nous, c'est qu'on était motivés à trouver un petit local dans l'école pour que tous ceux qui ont des projets puissent y passer 6 mois, 1 an. Donc on était très motivés pour trouver 100 mètres carrés dans l'école et mettre des tables, etc. Donc c'est vrai qu'on a eu la chance de ne pas avoir de loyer, c'est quand même un vrai avantage, et de ne pas être chez soi. Donc voilà, un dynamisme énorme. À côté de ça, on pouvait aller voir des profs voilà, à la pause du déjeuner, et ça, on en a quand même pas mal profité. Donc il y avait cet avantage-là. Au niveau du financement, nous, la seule aide et le vrai soutien de financement qu'on a eu, c'est avec vous. Et donc c'est après 2 ans et demi d'existence. Donc c'était pas vraiment la première phase. Vous n'avez pas bénéficié de concours étudiants? On en a fait, mais il n'y avait pas de financement derrière. Ça a été à chaque fois une mise en avant qui est géniale, mais de gagner certains concours, comme le concours d'expert comptable qui s'appelle CREAC. On est au MOVJ, enfin voilà, il y a un certain nombre de concours par lesquels il faut passer. Déjà, ça nous challenge énormément. On se fait poser des questions, on tombe face à des gens assez costauds qui nous challengent. Et au-delà de ça, après, il y a une sorte de reconnaissance publique. Voilà, on passe dans les médias parce qu'on a été lauréat d'un concours ou d'autres. Donc ça, c'est des moyens gratuits qui prennent un petit peu de temps, qui nous challengent. Et surtout derrière, c'est réel, il y a des médias qui viennent. Enfin, on va dire, un effet boule de neige avec ces concours, même s'il n'y a pas de financement pour autant derrière. Pour revenir à la jeunesse du projet, vous lancez, vous connaissez absolument rien au secteur d'activité, vous êtes jeunes tous les deux, vous sortez d'école. Comment ça se passe? C'est quoi les premières étapes concrètement quand on lance une boîte et qu'on sort d'école? Alors, moi la première étape que j'ai de souvenir, c'est faire une étude de marché. Alors, tout le monde et les profs me disaient oui, il faut en faire une. Nous, elle est simple, c'est qu'elle n'était pas du tout représentative de ce qu'on a fait. Et l'étude de marché, pour nous, elle était sûre. On est allé voir une quinzaine d'écoles un peu partout dans Paris, aller voir des mamans, leur demander si le concept les intéressait, est-ce qu'elles souhaitaient faire appel à une nounou étrangère plutôt qu'une nounou française. La réponse était oui, quand on expliquait ça. Après, la deuxième question, c'était combien vous êtes prêt à payer? Parce qu'il fallait qu'on fixe un tarif. Ça pouvait être, grosso modo, entre 20 et 30 euros. Aucune idée. Tous les parents disaient non, mais à 20 euros, c'est déjà très cher. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt à des tarifs de 26-27 euros. Donc, juste la chose à dire, c'est que ça nous a prouvé qu'il y avait un intérêt. Par contre, l'étude de marché ne nous a pas du tout prouvé le tarif auquel on devait être. Parce que de manière générale, je pense que quand on demande combien êtes-vous prêt à payer, on va donner quelque chose d'assez bas. Donc voilà, une étude de marché mitigée. Donc la première étape, étude de marché. Oui. Avec du recul, c'était nécessaire? Oui, pour de la confiance. Enfin, c'était le côté d'avoir quelques centaines de personnes qui nous disent, de clients potentiels, oui, allez-y, ça m'intéresse, et si vous vous lancez, je serai susceptiblement intéressé par vos services. Donc étude de marché, et nous c'était juste sur la demande, c'était vraiment sur ça. Ça nous a donné de la confiance. Derrière, nous, on a une problématique d'agrément. Donc là, c'était un dossier assez costaud, entre guillemets, d'agrément auprès de la direction du travail à Paris. Donc ça nous a permis de rigidifier tous nos process de recrutement, parce qu'il fallait être très rigoureux et l'exposer auprès de ce service d'agrémentation. Et puis après, incroyable, son associé. Antoine Gentil. J'étais surprise. Donc deuxième étape, c'était cet agrément. Sans agrément, on ne pouvait pas se lancer. Donc voilà, on a fait ça en parallèle. Après, il fallait commencer à communiquer. Et donc là, la communication, c'était une toute première version d'un site internet qu'un de nos amis nous a fait. Comment on fait pour faire de la communication sans argent? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez rendu la chose intelligente, intelligible? Nous, au tout début, on s'est surtout appuyé sur les réseaux d'anciens de nos écoles. Donc Julien avait fait HEC Montréal, moi j'ai fait la post-bac de l'ESSEC et on s'est rencontrés à l'ESCP. Et donc vraiment les premiers 200 000, 300 000 euros, c'était exclusivement en spammant les anciens de nos écoles. Donc on l'a fait vraiment en prenant l'annuaire et en faisant des extractions des adresses email. Et ça vous a rien coûté? Et ça nous a coûté beaucoup de temps, mais ça nous a rien coûté en argent. Et après, très tôt, on a travaillé le référencement naturel. Donc ce qui était vraiment dans le cœur de notre activité, tout ce qui était babysitter anglais, etc. Et rapidement on a pu se positionner sur ces termes-là. Donc business plan, communication, on se lance, agrément. Et puis après on commence les activités très concrètement. Vous avez eu un premier jour de chiffre d'affaires avec des gens qui sont venus dans vos bureaux. Vous avez fait quelques bonnes bourdes au début, pas du tout. Tout s'est très bien passé. Vous avez recruté que des personnes exceptionnelles. Alors,
le tout début, nous il faut savoir qu'on était à l'école, donc il n'y avait rien qui était particulièrement cadré, et en termes de standards téléphoniques, même au début on n'avait pas de répondeur, enfin c'était compliqué. Donc le début c'était vraiment on va dire du bricolage, en tout cas sur les premiers mois. Et on a quand même eu pas mal de demandes, et très vite on a pu servir donc les premières familles. Et au début, on a vraiment tout fait nous-mêmes. C'est Julien qui faisait les contrats de travail, qui s'occupait des côtés administratifs. C'est moi qui faisais toute la gestion des familles, gestion clientèle, suivi des prestations, etc. Et les premières bourdes, je ne sais pas s'il y avait vraiment des bourdes, mais au début, par exemple, on se fait planter par un intervenant, et c'était la catastrophe. Et on ne savait pas comment réagir, est-ce qu'on trouve un remplaçant, on présente nos plates d'excuses à la famille, etc. Et maintenant, on a quand même un ensemble de process et une manière de fonctionner qui est extrêmement rodée. Vous avez commencé de manière artisanale, aujourd'hui c'est plutôt une superbe boîte, Picking Agency. Comment justement vous êtes devenu de passer de l'étape atelier à l'étape entreprise? Comment vous êtes structuré? Qui vous a aidé à vous structurer? Et vous, qu'est-ce que vous avez mis en place pour sortir de cet entrepreneuriat étudiant? C'est Julien ça qui va en parler, parce que c'est beaucoup plus lui son rôle. Mais si je reviens, justement, je pense que c'est un point qui est intéressant dans notre entreprise, c'est qu'on a vraiment une excellente complémentarité entre nous deux, entre Julien et moi. Et donc moi j'étais vraiment bon, on n'a pas cessé de se passer le relais. Moi j'étais vraiment bon sur le début, sur signer les premiers clients, sur les côtés vraiment très opérationnels. Et après c'est vraiment Julien qui a énormément structuré les choses, calé des process. Justement, question dans la question, on se lance souvent à la sortie de ses études avec un bon copain, un super copain, est-ce que c'était votre cas? Et quel garde-fou on met pour éviter les mauvaises rencontres après 2 ans d'activité? Nous, on est devenus bons copains après avoir monté la société. Enfin, on se connaissait depuis un mois ou 2 en fait, avant qu'Antoine ait l'idée et qu'il propose de partir avec lui. Donc on n'a pas eu ce phénomène de se connaître depuis des années et de se lancer après. Maintenant c'est vrai qu'on mélange vie privée et vie pro assez souvent, on part au ski dans une semaine ensemble, enfin, voilà. Mais ça se passe pour l'instant très bien, et je pense que c'est cette complémentarité et c'est cette liberté. Il est bon dans des domaines dans lesquels je ne suis pas, inversement. Donc quand il faut trancher dans son domaine, c'est lui qui tranche. S'il faut trancher dans le mien, ce sera plutôt moi qui vais trancher. Et dès le début, vous aviez la même vision du projet. Comment vous avez posé au démarrage en disant voilà, Speaking Agency, d'ailleurs ça ne s'appelait pas Speaking Agency à l'époque, Baby Speaking, dans 5 ans ça doit ressembler à ça ou pas du tout? Est-ce qu'il y a eu une vision commune au démarrage? Commune, oui. La boîte aurait dû être beaucoup plus grosse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Là, on a toujours des objectifs élevés et on les repousse un petit peu d'année en année. Mais une vision commune, oui, et à chaque étape, là, donc ça va faire bientôt 5 ans, je pense qu'il y a eu peut-être 3 grosses étapes dans la société, le démarrage, un fort développement, et aujourd'hui une remise en question, comment passer cette 2e marche, et voilà, aujourd'hui on a un peu plus de 300 intervenants, comment faire pour doubler les choses assez rapidement. Donc voilà, là on se repose des questions, mais toujours sur la même longueur d'onde. C'est vrai que c'est essentiel pour avancer. Et Julien, t'as pas tellement parlé peut-être justement de cette 2e étape qui est vraiment de... Parce qu'il y a eu cette étape au début, on a acquis nos premières dizaines de familles, on a fait quoi, de quelques centaines de milliers d'euros. Et après il y a vraiment une 2e étape où on n'en serait pas là si tu n'avais pas travaillé justement sur énormément processiser les choses, etc. Ouais, alors je reviens dessus. Nous, notre métier, c'est, alors je veux dire aujourd'hui, mais il a fallu un peu de temps, mais c'est d'avoir entre 15 000 et 20 000 candidatures par an. Et à partir de ce vivier de candidatures, donc de toute origine, de toute langue, voilà, vraiment divers et variés, postulant de l'étranger, postulant en France, à partir de ce moment-là, notre métier, c'est de sélectionner et découper toutes les étapes. Première étape, c'est une présélection téléphonique sur un certain nombre de gens qui nous intéressent, notamment anglophones. Des rencontres physiques dans nos bureaux ou des entretiens via Skype, et après la mise en place de la rencontre entre la demande et les intervenants. Donc là il y a un certain nombre d'étapes, et moi mon travail qui était assez excitant, c'était de les découper et de les développer, donc avec quelqu'un qui nous a développé un logiciel informatique qui correspond vraiment à toutes ces étapes. Aujourd'hui donc on traite 15 000 candidatures, et grosso modo il y a 4 personnes à temps plein en RH qui travaillent sur ces candidatures-là, et une personne après qui fait vraiment le lien entre les deux. Donc à 5, aujourd'hui, en RH, elles sont capables de traiter 15 000 candidatures pour qu'à la fin, on ait entre 300 et 500 salariés qui travaillent. Et ça, c'était un moment assez grisant et passionnant, parce que
c'était le seul moyen pour y arriver, c'était de processiser et d'informatiser. Aujourd'hui, c'est fait et ça nous permet normalement d'aller chercher plus de volume, et de plus en plus de volume. C'est de processiser. C'était une partie plutôt sympa, ça a l'air de présenter ça comme un moment sympa. Ah oui, très ouais. Toi, t'aurais aimé le faire ou pas? Moi, j'aurais pas su le faire. Aujourd'hui, peut-être plus, mais l'idée, c'est... on avait quoi? On avait 22, 23 ans quand on a créé, donc clairement, on savait rien faire, ou pas grand-chose. Et donc, c'est vraiment... nos personnalités et nos faibles expériences, faibles compétences au début qu'on fait qu'on a pu construire et avancer. Et donc non, moi ça ne m'aurait pas plu de le faire et je pense que je ne l'aurais pas très bien fait. En tout cas il y a 3-4 ans. Est-ce que vous recommandez aux gens aujourd'hui de se lancer à la sortie des études? Est-ce que c'est un bon tempo? Est-ce que vous auriez aimé avoir une première expérience professionnelle? Dans quelle mesure ça a été une vraie force pour votre projet? Et dans quelle mesure ça a pu être une faiblesse? Oui, il faut se lancer après les études. Nous avec un petit peu de recul, moi en tout cas je pense que c'est le meilleur moment. Alors il y a plein d'autres moments où on peut se lancer, mais c'est un peu le meilleur moment parce que nous on s'est dit bon on tente, on se donne 18 mois, encore une fois on n'a pas mis d'argent dedans, donc au pire du pire, nos amis ont commencé à travailler, donc ont gagné leur vie 18 mois avant nous, mais honnêtement ça vaut le coup, c'est le moment où on peut prendre un peu de risque, et clairement on a beaucoup plus d'idées, même nous il y a 5 ans, qu'aujourd'hui où on commence déjà à un peu plus connaître les secteurs, donc on en enlève d'autres dans notre tête. Il faut se lancer, clairement, le meilleur moment c'est après les études, parce qu'on a une vraie liberté de faire ce qu'on veut. Il y a une liberté financière, il y a aussi une liberté d'action, on vous a fait confiance. Et ça, il y a des acteurs aujourd'hui qui peuvent accompagner des jeunes entrepreneurs au démarrage de leur projet, vous avez été relativement seul. On va parler du réseau Entreprendre, hein. T'en fais pas. Nous, il y a 5 ans, comme on n'avait pas besoin d'argent, et les personnes qu'on devait avant tout convaincre, c'était les clients, c'était les familles, et ça, il y a eu de la demande, et rapidement, on a eu des devis signés. Après, il y a une chose qui nous a pas mal rassuré et qui a pas mal travaillé assez rapidement sur notre notoriété et crédibilité, c'était les concours d'entreprise qu'on a remportés. Donc on a été lauréat Réseau Entreprendre, Créac, Petit Pousset, on a été finaliste au Grand Prix d'innovation, on a eu pas mal de choses qui ont fait qu'on a remporté le concours européen de l'entreprise innovante. Je recommande à tout le monde d'y participer, c'est organisé par JCI, c'est Junior Chamber International. Et ça a pas mal crédibilisé. Et après, vraiment, le réseau qui nous suit depuis plus de 2 ans maintenant, c'est Réseau Entreprendre, et par des coachs, et par un coach, et par des réunions mensuelles. Et donc oui, on nous a fait confiance et on nous accompagne, et je pense que ça a été très important dans notre développement. Au-delà du réseau Entreprendre, c'est important de se faire accompagner, de ne pas rester seul dans son projet. Oui, et nous ça nous a permis en fait, souvent quand on voit notre coach, on y va avec une idée, on se dit voilà le sujet ce sera ça, et en fait on part sur complètement autre chose, parce que souvent il y a d'autres problèmes latents qu'on ne voit pas du tout, et le travail de ce miroir et de quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que nous, c'est justement d'aller soulever un problème qu'on n'a pas vu. Ça a été assez longtemps du management, aujourd'hui on est entre 18 et 20 dépendamment des périodes. Il nous a vraiment aidé à comment gérer les choses, comment être équitable avec tous les employés, comment mettre en place vraiment un management, un début de management. Et ça, sans quelqu'un qui l'a déjà fait, on aurait fait beaucoup plus d'erreurs qu'on a pu en faire. Donc clairement cet effet miroir est génial et fait avancer, on est beaucoup plus vite qu'on aurait pu avancer en faisant essais-erreurs de manière permanente. Pour refaire un historique, donc la boîte a été lancée il y a 4-5 ans maintenant, vous en êtes où aujourd'hui? On parlait de 18 personnes. Il y a combien d'heures de cours qui sont donnés chaque année? Est-ce qu'il y a des grands indicateurs que vous pouvez donner pour donner une idée de là où vous en êtes aujourd'hui? Ma deuxième question derrière, c'est quoi la suite pour Speaking Agency? La première partie, indicateur d'heures, cette année on va être autour de 70 000 heures de prestations. Ça va faire quasiment 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça représente grosso modo 500 intervenants embauchés dans l'année. Dont une très grosse majorité pour notre service de garde d'enfants. En interne, là on doit être à peu près 16, c'est une période qui va commencer à se calmer un petit peu. Et pour préparer, nous on a une explosion pendant 2 mois de travail où toute l'année se cale, c'est entre dernière semaine d'août et début novembre, où là énormément de demandes, beaucoup de candidatures, tout à matcher, il faut faire l'année sur 2 mois. Donc à chaque fois c'est des cycles et des paliers qu'on essaie de franchir. Chiffre clé,
On a chaque semaine près de 1000 enfants qui ont un de nos intervenants qui vient à domicile. Donc ça, c'est la partie à domicile, et depuis cette année, on intervient dans les écoles publiques dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Donc ça, c'est pas évident à vraiment comprendre comment on va pouvoir gagner des parts de marché là-dessus, parce que c'est public, donc c'est assez complexe, mais c'est un des axes de développement. Et après, nous, en fait, on a un peu arrêté chaque année de se dire on va tout révolutionner, on va lever 2 millions d'euros, on va faire x10, parce que dans notre secteur c'est quand même plus difficile, on va lancer de nouveaux services, etc. On pense qu'il y a énormément à faire sur l'apprentissage des langues sur enfants et adolescents, et en gros on est en train de creuser notre sillon, et plus ou moins on regarde droit devant nous dans les 2-3 années qui viennent. Justement, 5 ans après, est-ce qu'il n'y a pas un peu de lassitude? Est-ce que vous vous sentez encore libre dans votre projet comme vous l'étiez au démarrage? Ou est-ce qu'aujourd'hui vous avez créé une telle structure avec beaucoup de personnes? Est-ce que vous vous sentez encore libre dans votre projet? Comme a dit Julien, il y a vraiment différentes... la société qu'on a créée, c'est une sorte d'être vivant, donc nous on vit des vies différentes à chaque fois, que le début était un peu du bricolage, un peu du développement, et maintenant on est devenu des chefs d'entreprise en fait, aussi on manage une équipe, etc. La lassitude, oui, elle peut se ressentir, parce qu'en soi ça fait 5 ans qu'on vend un peu la même chose, et que oui, le service est le même, mais notre travail au quotidien évolue énormément, et le temps qu'on passe chaque jour est différent par rapport à il y a 1 an ou 2 ans, donc ça reste très intéressant. C'est quoi votre énergie tous les matins qui vous permet de vous lever sur ce projet? Plus de clients. Non, mais ça varie. Alors, si on parle d'aujourd'hui, en fait, on est déjà en train de travailler pour la rentrée prochaine. Donc on a fait seulement 6 mois dans cette année scolaire, même un peu moins, et on est nous déjà tous les deux, à la moitié de notre temps, on passe à réfléchir sur comment faire mieux l'année prochaine. Donc nous on a vraiment des cycles assez spéciaux. Donc là notre motivation c'est de se dire ok, on fait un constat de ce qu'on a fait cette année, on a raté un certain nombre de choses, on va faire une belle croissance de 20 à 30%, mais on aurait voulu faire bien plus. Bon ben voilà, on va tirer des conclusions et là on se lance sur l'année prochaine, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour l'année prochaine. Juste un point avant de vous laisser la parole qu'on n'a pas abordé et que j'ai vu avec Julien tout à l'heure. Le point RH, vous avez recruté des gens très vite, des gens qui étaient plus jeunes, plus âgés que vous. Comment on recrute quand on est justement très jeune et qu'on n'a jamais fait ça? Je me souviens, il y a 4-5 ans, j'avais lu un article dans le magazine Entreprise qui disait les stagiaires qu'on recrute, c'est aussi important, il faut considérer ce recrutement aussi important que si c'était un CDI. Et je pense que c'est vraiment vrai. Et que nous, il y a une stagiaire qu'on a embauchée il y a, Caroline, c'était il y a 4 ans, enfin vraiment au début de l'aventure, qui était en fin d'études au Densia en RH, et c'est elle qui a créé absolument tous les process en RH, et qui partait d'une feuille blanche, et après qu'on a embauché, qui est restée avec nous plus de 2 ans, et on a eu de la chance, parce qu'à l'époque, on savait, je pense, pas très bien déceler vraiment les motivations, les compétences. Et oui, surtout au début, tout le long d'ailleurs, c'est la chose la plus importante, c'est les ressources humaines et les personnes qui vont développer la société avec nous. Sur comment travailler avec des personnes potentiellement un peu plus âgées, enfin nous ça n'a jamais été un problème. Alors la personne la plus vieille doit avoir 32 ans chez nous. Mais enfin, je pense que c'est pas un problème. Enfin, en tout cas, tant qu'on reste à 5, 6, 7 ans d'écart, il n'y a vraiment aucun problème, tout le monde est motivé de la même façon. Et l'autre critère sur lequel il faut beaucoup miser, c'est la motivation des gens, parce que travailler dans une petite entreprise de 15 personnes, c'est pas la même chose que de vouloir aller dans un grand groupe, et voilà, donc normalement, à la base, on a déjà des gens, les postulants sont motivés, donc c'est déjà sympa normalement. On n'a pas de gens qui font ça par défaut, parce que sur le CV, avoir travaillé chez Speaking Agency, c'est pas la même chose que dans un grand groupe. Donc la chance qu'on a quand on est une petite boîte, c'est que le projet, s'il est accrocheur, s'il plaît aux gens, ben normalement on a des gens déjà un peu motivés. Après les qualifications c'est autre chose. Mais... Comment on fait rêver justement face à des L'Oréal et autres pour aller chercher les bonnes personnes quand on est une petite boîte qui existe à peine? Juste complète ce que dit Julien, nous par exemple, que ce soit stagiaire ou notre responsable commercial, voilà, tout le monde a une vision complètement transparente et des chiffres et de la stratégie. Et c'est comme ça aussi qu'on a des remontées d'idées du terrain qui permettent d'avancer. Et après, comment on fait rêver? Nous, même si on n'est pas un grand groupe et sur le CV, voilà, notre activité, c'est pas, je vais dire,
vendre des logiciels ou faire du recouvrement. Enfin, donc en soi, l'apprentissage des langues et des enfants, c'est quelque chose de plutôt vendeur. On travaille essentiellement avec des filles parce que naturellement, et les RH et le commercial vendent de la garde d'enfants, c'est essentiellement des jeunes filles. Et globalement, on arrive plutôt bien à se vendre. Mais c'est vrai que si en face stagiaire ou salarié et de la sécurité et le nom d'une grande boîte, on peut pas faire grand chose. Je pense que tu disais, aujourd'hui c'est une transparence absolue sur tout ce que vous faites pour vos salariés. C'est quelque chose que vous avez mis en place dès le début? Non, et c'est quelque chose qu'on met en place de plus en plus en fait. Alors je ne sais pas si ça vient certainement d'un conseil d'un de nos coachs qu'on a pu avoir, mais en tout cas, aujourd'hui, pour impliquer en fait les gens, on se rend compte que les gens sont prêts à donner du temps et de l'énergie s'ils savent où ils vont. Et au début, on avait peut-être tendance à garder les choses pour nous, les objectifs financiers, un certain nombre de problématiques où on s'est dit ah non, il ne faut pas les dévoiler, sinon bref, on donne toutes les clés. Non, 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 plus les gens, plus notre équipe est soudée, pour qu'elle soit soudée, il faut qu'on lui donne tout. Il faut qu'elle sache que on a fait un bon mois ou un mauvais mois, mais collectivement. Et là, on voit les effets de ça, et notamment avec l'arrivée d'un nouveau responsable commercial depuis presque un an, mais là, ça se met vraiment en place. Tout le monde est au courant de tout le monde amène de l'idée. Chaque mois, on fait un vrai point, enfin, on commence à faire vraiment une cohésion d'équipe où tout le monde sait que s'il reste une demi-heure de plus à tel moment pour régler tel cas, et ça va aller dans la croissance de la boîte. Et ça permet à un commercial qui parle toute la journée à des familles et qui signe des devis, prendre un peu de recul et d'avoir la big picture. Toute dernière question, vous avez lancé il y a 5 ans, est-ce que l'idée que vous aviez eue il y a 5 ans en sortant d'études est la même que celle que vous développez aujourd'hui au quotidien? Vous êtes beaucoup éloigné, vous avez l'impression de beaucoup répéter des choses avant de tomber sur la bonne idée? Là, on parle Est-ce que Baby Speaking ressemble à Speaking Agency aujourd'hui? Mais là, on parle de l'idée du service, de l'idée de ce qu'on vend. C'est ça? Non, c'est pareil. Sur ça, tout a évolué, organisation, tout, l'équipe, tout ça. Mais en soi l'idée, le service en tant que tel chez les familles, c'est le même. C'est un natif ou quelqu'un de parfaitement bilingue qui est à domicile, qui s'exprime que en anglais ou en allemand ou en chinois avec les enfants. Et après, on a un peu vieilli, on a des ados, etc. On tend à faire un petit peu d'adultes. Mais globalement, l'idée c'était garde d'enfants de 3-10 ans, en immersion à domicile, et ça a un tout petit peu évolué, mais c'est pas. C'est les seniors demain ou pas? Le senior speaking, on l'a dans les cartons depuis de longues années, on n'est pas certain que ce soit porteur. Non, mais comme je disais tout à l'heure, en fait on essaye de... je pense que c'est une tendance que tout le monde a, qui est de vouloir créer de nouveaux services, partir dans tous les sens, se diversifier, s'attaquer à un nouveau marché, etc. Et nous, on a appris à pas le faire. On a appris comme Google qui peut lancer des trucs et qui coupe. Nous, on a lancé par exemple un service pour proposer d'autres jobs à nos intervenants. Voilà, on l'a coupé net, on perdait du temps et ça allait pas. Donc l'idée, c'est on reste très focus. Vous avez été capable de tester quand même ces dernières années des services qui n'ont pas pris. Ouais, tout à fait, ouais. Sans vous mettre en risque. Non, mais c'est là l'avantage d'avoir des gens qu'on voit une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, qui nous disent mais pourquoi vous faites ça? Enfin, c'est quoi l'objectif? Nous, en fait, l'objectif de fond était souvent de se dire bon, on a envie de s'amuser à créer d'autres services. C'était un peu ça. Enfin, justement, enlever la lassitude qu'on peut avoir sur les mois de février, mars, avril. Et voilà, donc s'il y a un conseil en tout cas à retenir sur cette idée-là, c'est qu'il faut rester vraiment focus sur ce qu'on fait pendant 2, 3, 4 ans pour tout simplement développer et aller tout droit. Une fois qu'on est sûr d'à peu près où on va, c'est vrai qu'il faut apprendre un peu à fermer les yeux parce qu'en tant qu'entrepreneur et tous ici, on doit avoir beaucoup d'idées, mais il y a un moment, il faut en choisir une, avancer tout droit et puis se poser la question peut-être 5 ans après sur autre chose, mais pas mélanger. Et certaines personnes qu'on a pu rencontrer qui nous donnent des conseils, on revient toujours à la même question. Qu'est-ce qui va faire du chiffre d'affaires? Et quand? Et où est-ce que tu peux aller chercher du chiffre d'affaires qui aujourd'hui est proche de toi? Et aujourd'hui on lui dit, on a une demande qui est très importante sur la garde. Elle fait, ok, tu fais que ça. Tu te poses pas de questions. Et voilà, après il y a une autre question, c'est une question d'envie et de qu'est-ce que nous on a envie de faire personnellement. C'est pas le cas, mais si on était profondément ennuyé par notre activité de garde d'enfants, il faut écouter son cœur et faire d'autres choses. Ça n'a pas l'air d'être le cas, non? Non.